À Encino, un quartier prisé par les stars et les touristes de Los Angeles, on trouve tout le confort dont on puisse rêver. Voiture de luxe, villa de rêve, école privée. Le voisinage se nomme Johnny Cash, Ice Cube, Samuel L. Jackson ou encore John Travolta. Pourtant, au milieu de ces résidences parfaites, on trouve aussi le siège d'un des trafics illégaux les plus répandus de tous les États-Unis. Salut les Totoaba. Dites-moi, est-ce que vous auriez pas un petit organe qui vous servirait plus par hasard? Genre une vessie natatoire, quoi. Bah, je voudrais bien t'aider, mais je sais même pas ce que c'est. Bah écoute, c'est juste une petite poche gonflée d'air qui aide les poissons à flotter. Et comme celle des Totoaba aurait des vertus médicinales, elle se vend clandestinement plusieurs dizaines de milliers de dollars au kilo. Eh oui, on l'appelle même la coque des mers, c'est vous dire. Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Et d'ailleurs, en parlant d'Amérique, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un poster de cow-boy sous la main. Ah bon? J'ai manqué quelque chose? Non, justement, tu tombes à pic. C'est le moment peut-être de modifier la déco de tes murs à bas prix. Alors ouais, évidemment, on n'a pas toujours les moyens de déménager, mais modifier 3-4 tableaux comme ça, rapidement, facilement, ça peut aussi donner du renouveau à sa pièce. Et pour modifier du coup une pièce, ça peut être carrément possible avec les posters Displate. Ah, mais je crois que je me souviens, c'est des tableaux aimantés, non? Exactement. Displate, c'est une entreprise qui propose des posters en métal qu'on peut poser simplement sur le mur grâce à des aimants. Et d'ailleurs, vous voyez par exemple celui-là, c'est une planète, mais on a aussi celui-là, alors il est encore emballé évidemment, parce que c'est pour offrir à quelqu'un, mais en fait pour vous dire que sur Displate, il y a du nouveau contenu en permanence. Et d'ailleurs le site propose souvent des bonnes réductions. Ouais, mais ma copine et moi, on a des goûts différents, elle aime Shrek et moi Star Wars, tu vois le délire. Attendez, je vous jure, j'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous diriez par exemple d'un Dark Vador en modélisation petit biscuit? En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour chaque Displate que vous achetez, c'est un arbre planté. Et puisqu'il est question de petite poudre blanche, je précise, ce n'est pas de la vraie je dis le mot Voilà, la monétisation, c'est pas évident sur ces sujets-là, on fait ce qu'on peut. On va justement se lancer dans une histoire de gangster qui n'a rien envié à Scarface. Et comme on est plus habitué aux vieux mafieux dans ce genre de récit, on va innover un petit peu, puisque bon, aujourd'hui, notre Tony Montana est une femme. Et probablement d'ailleurs une des plus puissantes, des plus riches et des plus dangereuses de toute l'Amérique. Depuis l'enfance, elle était attirée par le pouvoir et l'argent. Elle était redoutable, intelligente, mais aussi sans pitié. Sa course vers la richesse a inondé la Californie de stupéfiants et détruit de nombreuses vies. Et on la soupçonne même d'avoir été à l'origine de la pire épidémie de crack de l'histoire du pays. Bref, à côté de son sens des affaires, Walter White a presque l'air d'un enfant de cœur. Et le plus intriguant, c'est peut-être qu'en dépit de son impressionnante carrière dans le grand banditisme, elle a aussi été une mère de famille, l'amie de beaucoup de célébrités, et sa carrière a fini par prendre une tournure des plus surprenantes. Bon, je dois reconnaître que t'as bien piqué ma curiosité là. Ouais, je sais, vous verrez ça à la fin. Tu peux d'ores et déjà planter le décor. On s'envole directement dans le Los Angeles des années 80, au milieu du quartier mouvementé de South Central, à la rencontre de celle qu'on surnomme la reine du game, The Queen Pin, la terrifiante Jamaica Thompson. Notre histoire prend place dans le Los Angeles du début des années 70, et plus précisément dans le quartier de South Central. À l'époque, c'est pas forcément le quartier tendance, et on est bien loin des clichés d'Hollywood, du glamour et des tapis rouges. Un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté, et le coin grouille de gangsters qui se partagent les rues. C'est pas facile tous les jours, quoi. Dans une de ces rues, une mère et sa fillette de 8 ans constatent avec désespoir qu'elles sont expulsées de leur appartement. Et cette fillette, elle s'appelle Jamaica Thompson. Et devant la vie d'expulsion et le triste spectacle de ses vêtements, ses jouets et son vélo répandu dans le jardin, elle se sent terriblement impuissante. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle est certaine qu'être privée de maison, c'est une injustice. Et elle se promet que plus jamais cela ne se reproduira. Ah ouais, genre elle a déjà un plan de carrière et tout? Pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, elle aura de l'argent, beaucoup d'argent. C'est elle qui aura le pouvoir. Elle ne subira plus les affres de sa condition sociale minoritaire. Plus aucune loi avilissante ne viendra faire flancher sa volonté. Je l'ai cassé. Et plus aucune loi avilissante ne viendra faire flancher sa volonté. Ouais bon, elle se l'est sûrement pas dit avec ces mots-là. Mais bon, tu vois l'idée. Bref, très tôt, les difficultés de son enfance lui ont plus ou moins donné envie de conquérir le monde. Mais 8 ans, c'est quand même un petit peu jeune, vous en conviendrez. Elle part donc vivre quelques années chez sa grand-mère dans le Mississippi et ne reviendra en Californie qu'à l'âge de 14 ans. De retour à South Central, elle se rend au lycée où elle devient particulièrement douée en athlétisme. Elle développe alors un premier rêve de gloire, celui de faire les JO. Mais elle veut aussi un petit copain. Et il se trouve que le dealer du lycée vient souvent la voir courir. Il est charismatique, charmant, sûr de lui. Et il a de la grosse moula.
Non mais vraiment, hein, il se fait beaucoup d'argent. Et ça, Jaymaker, ça lui plaît, ça la motive quoi. Et d'ailleurs, le jeune homme se nomme Anthony Mosley, dit Daff. C'est lui qui l'initie au business de la rue et les deux tourtereaux deviennent un petit peu les Bonnie and Clyde de leur bahut. Et ça marche, les petits pochons s'écoulent et l'argent rentre. Elle n'est plus pauvre, elle mange à sa faim, elle a de beaux habits, elle représente la puissance de son quartier. Et évidemment, Jaymaker adore sa nouvelle vie et prend goût à son nouveau règne. Elle dit elle-même qu'avoir de l'argent lui donnait l'impression de tout contrôler, qu'elle avait l'impression de pouvoir faire tout ce qui lui faisait envie. L'argent attirait les gens vers elle, et être entourée de gens lui procurait du pouvoir, et elle aimait beaucoup ça. Sauf qu'un jour, en regardant un épisode de la série culte Dallas qui raconte l'histoire d'une richissime famille texane, elle a une sorte de révélation. En voyant l'opulence montrée à l'écran, elle réalise soudain combien elle pourrait exiger plus. Hors de question de se contenter du minimum, d'être Hood rich. comprenez donc riche à l'échelle de la rue, mais encore bien pauvre aux yeux du monde. Il lui faut plus que ça. En gros, il est temps de passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, ça sera la petite poudre blanche quoi. La coco si vous voulez. Bon, c'est plus dangereux mais plus lucratif. Alors même si Daff flippe un peu, Jaymaker est déterminée. Elle part tenter sa chance le premier jour avec un demi-kilo, puis 1 kilo le lendemain, puis rapidement elle écoule 3-4 kilos par semaine. C'est le début là d'un empire. Elle loue un coffre qui déborde de billets et c'est la vie de luxe qui commence alors qu'elle n'est qu'une adolescente. Ouais, je vois, c'est ambiance grosse Cadillac et fringues Gucci. Ah, c'est un petit peu l'idée quoi. Elle emmène même toutes ses copines faire du shopping chez les grands couturiers. Et au passage, elle organise des barbecues dans son quartier, elle redistribue à sa communauté. Bon, clairement, en quelques mois, elle et Daff sont déjà devenus deux des plus gros dealers de tout Los Angeles. Et vous allez voir que ce n'est que le début. Nous sommes maintenant en 1980 et Jaymaker et Daff viennent de convoler en juste noces. Ils achètent une maison dans un quartier prisé de Los Angeles et lorsqu'un client aborde Jaymaker, ce dernier lui réclame un produit dont elle n'a jamais entendu parler avant et qui va changer sa vie, mais aussi l'histoire des États-Unis. Arrête la drogue! Le crack, c'est tout simplement un mélange de, on va dire de farine et de bicarbonate de soude, savamment cuisiné, qui apparaît en Californie dans les années 80. C'est facile à produire, peu cher et 50 fois plus puissant que le produit d'origine. Et surtout, c'est extrêmement addictif et destructeur. Bref, tous les éléments sont réunis pour ravir les trafiquants et tuer les consommateurs. Jaymaker comprend immédiatement le potentiel économique de ce nouveau produit. En 24 heures, elle en obtient 100 kilos à écouler. C'est une des premières sur le coup, la demande est gigantesque et elle s'est mise en tête d'inonder le marché pour le meilleur et pour le pire. À partir de 1983, une véritable épidémie de crack enflamme les États-Unis. Les ghettos sont particulièrement touchés, et les populations qui y vivent subissent une situation sanitaire déplorable. On compte environ 1,5 million de consommateurs supplémentaires par an. Le crack détruit les familles, que ce soit du côté des consommateurs ou des vendeurs. Il laisse derrière lui la pauvreté, la violence et l'insécurité. Et visiblement, Jaymaker, ça la perturbe pas plus que ça, quoi. Elle n'est clairement pas la seule, mais certains considèrent qu'elle est l'une des architectes de cette crise qui durera une bonne décennie. Pour elle, c'est un coup en or. Elle se fait littéralement des millions. Elle a l'argent, le pouvoir. Bref, elle est intouchable. Et on la surnomme à ce moment-là... The Queen Pin. Voilà, la reine du game donc. Bah dis donc, j'imagine qu'elle devait avoir un sacré caractère la nana. Je suis née pour gouverner ces 7 royaumes et je le ferai. Je crois pas si bien dire. Elle impressionne tout le monde. Le trafic de ce genre de choses, c'est un milieu souvent vu comme masculin. Mais Jaymaker avait clairement l'étoffe d'un Pablo Escobar. Elle était maligne, mais surtout imprévisible. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle aurait tiré sur son mari en apprenant sa liaison avec une autre femme. Je précise, elle lui a tiré dessus, mais elle l'a pas tué. Donc autant vous dire que personne n'avait envie d'énerver cette dure à cuire, au risque de se prendre une petite rafale. Ok, elle n'a peur de rien, pas même de la mort. Bah, elle doit bien avoir un talon d'Achille quand même, une faiblesse. Eh bien oui. En 1982, Jaymaker donne naissance à un petit garçon. Et ce petit garçon, il va évidemment avoir un train de vie très différent de celui que sa mère a connu enfant. En fait, c'est simple, il a tous les jouets possibles et imaginables, il est couvert de cadeaux. Pour vous dire, quand il va voir un match, il se retrouve avec tous les joueurs de son équipe préférée invités dans sa chambre. Vraiment. Mais bon, la vie de truand, c'est quand même pas fou pour élever un gosse, quoi. Surtout quand on sait qu'elle va être la suite des événements, car ce qui devait arriver, arriva. Un jour où Daff passe la soirée à jouer à des jeux d'argent, il appelle Jaymaker. Je t'aime, je suis désolé, je vais vite rentrer, mais je suis en train de tout gagner là. Hélas, un vieil ennemi à lui l'a repéré. Et avant de pouvoir retrouver sa famille, il est tué d'une balle dans la tête, au milieu de South Central.
Jay Maker a beau avoir l'Amérique à ses pieds, elle dit qu'elle a senti le moment de sa mort au plus profond de ses tripes. Après cela, elle se renferme en deuil de l'amour de sa vie. Oui, et puis j'imagine qu'elle a dû prendre conscience des dangers de son activité et se retirer du business. Oui, ça lui a foutu un petit coup pendant un moment. Mais rien à faire, elle repart de plus belle. Fini la reine. Elle veut être maintenant impératrice. Du coup, oui, vous rêvez pas, elle repousse toujours les limites. Et pour ça, elle s'attaque au monde entier. Déjà, elle fait désormais affaire directement avec les Colombiens. Un privilège quand même réservé aux plus puissants. Parce que vous vous doutez bien que ce ne sont vraiment pas des enfants de cœur. Elle se lance aussi dans un tour du monde et la démesure atteint son paroxysme. On dit que les millions rentraient tellement vite que les machines à billets n'arrivaient plus à suivre et tombaient toujours en panne. Et à 26 ans, elle monte sa boîte de perruques. Pourquoi faire? Bah oui, en fait, faut bien le blanchir, hein, cet énorme tas de pognon sale. Et à nouveau, Jay Maker a un sacré flair, car ça marche. Hair Distributor devient une marque respectée, utilisée par certaines grandes célébrités. Tout a l'air de rouler à nouveau. Enfin, presque. En fait, c'était sans compter sur un certain Percy Cheese Broughton, un collègue dans le business qui est, depuis quelque temps, le nouveau compagnon de Jay Maker. Un jour d'imprudence, il se fait arrêter par la police qui essayait désespérément de remonter à l'origine de cet énorme trafic. Et avec les milliers de dollars qu'il a sur lui, les autorités flairent le bon filon et cuisinent Cheese, sans mauvais jeu de mots, jusqu'à ce qu'il craque et qu'il dénonce Jay Maker, quoi. Pire encore, il passe un deal pour la faire tomber en échange de sa propre immunité judiciaire. Et ainsi, grâce à son témoignage, la police a assez d'éléments pour inculper cette fameuse reine du game qui terrifie Los Angeles. Jay Maker le comprend et donc prend la fuite. Elle part pour une cavale infernale. Toujours déguisée, elle fait le tour des villes du pays sous différentes identités. Bah du coup ça devait l'aider d'avoir une boîte qui fabrique des perruques. Clairement, ouais. C'était bien pensé quoi. Mais elle parvient à se cacher du FBI pendant 18 longs mois. Mais vous vous souvenez de son talon d'Achille. Du coup, il s'agit de son enfant, son petit garçon qu'elle a laissé derrière elle tout ce temps. Son fils doit justement assister prochainement à une cérémonie scolaire importante. Jay Maker, ne pouvant se résoudre à manquer un tel événement, décide d'y assister, malgré les risques. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle n'est pas la seule à changer d'apparence ce jour-là. Des agents fédéraux sont sur place, grimés en personnel de l'établissement et en parents d'élèves, prêts à l'encercler et à mettre fin à son empire qui a probablement coûté la vie à des milliers de personnes. Le piège se referme et Jay Maker est emmené par le FBI, sous les yeux de son fils. Savoir que votre enfant vous voit être arrêté par la police, c'est le pire sentiment qu'une mère puisse éprouver. Vraiment le pire sentiment. Ouais, fallait peut-être quand même y penser avant de dealer des centaines de kilos de crack, quoi. Bon, elle est emmenée au poste, mais elle refuse de coopérer, même en échange d'une remise de peine. Hors de question pour elle de trahir le code de la rue. Elle considère qu'elle doit être la seule responsable de ses mauvais choix. Tout ça, quand même, pendant que Cheese, son ex qui l'a vendu, témoigne contre elle à la barre. Et le verdict tombe, ce sera 15 ans ferme pour la reine du game. Échec et mat. Aujourd'hui, Jay Maker est sortie de prison, elle a été relâchée en 2005 et s'est depuis beaucoup investie dans la religion en tant que pasteur évangélique. Si, voilà, du coup c'est petite pirouette on va dire. Donc elle dédie sa vie maintenant au Christ et considère que sa foi lui a sauvé la vie en prison. Elle a même publié un livre qui s'appelle Queen Pin pour raconter ce changement de vie. Elle est passée du grand banditisme aux églises quoi. Ouais c'est ça. Elle a aussi participé à des séries qui relatent son histoire atypique comme Gangsters ou Baron de la drogue qui est dispo sur Netflix si ça vous intéresse. D'ailleurs si vous voulez creuser un peu, comme toujours les sources sont en description. Toujours est-il que la fascination pour les parcours de criminels et de gangsters ne date pas d'hier. Et même si ces histoires ont quelque chose de divertissant et qu'on est parfois tenté d'admirer le sens des affaires de ces ambitieux partis de rien, mieux vaut toujours se rappeler qu'un pareil destin n'a pu se forger qu'en voyant beaucoup de sang couler. Voilà la poiscaille, j'espère que ça vous a plu et juste avant de terminer, comme je vous l'avais dit en intro, si vous souhaitez acheter un poster métallique Displate en taille M, L ou XL, sachez qu'un choix monstrueux vous attend sur leur site. Ils ont vraiment un stock de dingue. Donc, par exemple, rien que sur cette page, il y en a plusieurs que j'aimerais acheter. D'ailleurs, petite astuce, vous avez le droit à 25% de réduction pour 1 ou 2 displays et 33% au-delà de 3 achetés. Allez checker les liens en description si vous voulez en savoir plus. Sur ce, nous, on se retrouve très bientôt. Moralité de l'histoire, si comme Pablo Escobar tu veux faire un max de thunes, n'oublie pas d'enfiler 12 perruques à chaque pleine lune.